le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif. Vous l'avez entendu en ouverture, hein? Des fois, on a des idées, des concepts, ça vaut de l'or. Mais l'or, définitivement, en 2025, je pense que c'était la catégorie d'actifs où il fallait se trouver. L'or a bondi, ça a été spectaculaire. En fait, l'or a eu des rendements qui sont vraiment significatifs. Dans les 2 dernières décennies, on pense même que c'est plus élevé que le rendement des actions en bourse. Mais l'or, exactement, tout l'or du monde, ça représente quoi comme masse? Est-ce que c'est grand comme l'Empire State Building? Est-ce que c'est grand comme une ville, comme un État? Ah non, c'est très petit. Et visuellement, c'est plus petit que la grande pyramide d'Égypte, la pyramide de Gizeh. Et si on regarde, donc, c'est un gros bloc. Si on avait pris tout l'or extrait dans les mines, c'est un bloc de 216 000 tonnes et c'est un cube, donc, qui serait de 22,3 mètres par 22,3 mètres. Il serait assez petit pour se cacher sous le dôme de Notre-Dame de Paris. Et les réserves enfouies, ben là, il en reste moins. On estime qu'on serait capable peut-être d'aller en chercher 64 000 tonnes supplémentaires, mais donc beaucoup moins que ce qui a été extrait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que 5 pays qui sont vraiment des grands producteurs d'or. Le Canada en est un, la Russie, la Chine, l'Australie et les États-Unis. En passant, ceux qui se disent que l'or, c'est quand même un minerai, ce qui fait que c'est relativement écologique. Non, je vous arrête tout de suite parce que pour sortir 1 gramme d'or du sol, il faut donc engendrer pour 20 tonnes de déchets rocheux, une activité minière donc ultra polluante. Et en fait, depuis 1971, on peut vous dire, 1971, que le prix de l'once d'or a gagné en moyenne 8,6% annuellement, qui joue pleinement son rôle de refuge contre l'inflation. Le balado, le planif. Gabriel Gingras est directeur des ventes de ICM Crescendo Music Royalty. Bonjour Gabriel, on le rejoint directement à Banff, en Alberta. Oui, bonjour Fabien, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, le sujet est passionnant. Des fois, on va dire qu'il faut financer sa retraite avec une chanson. Ça prend pas grand-chose, mais dans ce cas-ci, c'est réel. C'est en fait un produit, un fonds de redevance musicale, ICM Crescendo. Et j'ai assisté à une présentation que tu as fait pour notre équipe récemment, là. Dis-moi un peu d'où est venu l'engouement de créer un fonds d'investissement qui vit avec la musique. Oui, en fait, c'était un de nos gestionnaires de portfolio, David Venka, qui cherchait une alternative qui était non corrélée avec les marchés publics ou obligataires. Et puis, l'industrie de la musique en continu ou streaming était en forte croissance. Et puis, il n'y avait pas vraiment de fonds qui avaient été créés. Donc, il y avait définitivement une opportunité. Puis, en fait, on est le seul fonds au Canada qui est open-ended, donc qui est ouvert. Et puis, ça, on a parti le fonds en 2020. Donc, en fait, c'est d'avoir la possibilité de générer des revenus constants à travers le temps avec une très faible corrélation au marché. ICM Asset Management est basé à Calgary, il y a des bureaux à Atlanta, à Mexico City également, à Munich. Et donc, j'imagine que les royautés, ça transpire aussi, ça vient de partout dans le monde. Définitivement. La musique, c'est international, comme vous le savez. La musique n'a pas de barrière. Donc, définitivement, on est une plateforme internationale. Et chaque fois qu'une chanson est jouée, diffusée, interprétée, téléchargée, ben, les propriétaires, ils s'attendent à recevoir une quote-part, qui est en fait les droits d'auteur et de reproduction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus que la radio qui diffuse de la musique. Il y en a des endroits même qu'on ne soupçonne pas, comme dans le jeu vidéo. Non, exactement. Donc, c'est une industrie en forte croissance. En fait, plus de 90% environ des revenus viennent directement des sources de musique en continu, donc streaming, comme Spotify, YouTube, Apple Music. Mais comme vous l'avez mentionné, il y a des créneaux différents également. Un créneau en particulier qui prend beaucoup d'ampleur, ce sont la synchronisation.
Donc, la synchronisation, c'est lorsque, par exemple, vous voyez un court vidéo sur les plateformes de médias sociaux, comme TikTok, Instagram. Donc, à toutes les fois qu'il y a une chanson qui serait ajoutée à un vidéo, il y aurait aussi une redevance qu'on peut aller chercher. Puis comme vous l'avez mentionné, les jeux vidéo, c'est un petit peu plus c'est différent. Normalement, ils vont signer un contrat avec nous auparavant pour avoir accès aux chansons. Puis, par exemple, si on regarde un des jeux vidéo les plus populaires, Grand Theft Auto 6, il y a une panoplie de chansons que les joueurs peuvent décider en fait quelles chansons ils veulent écouter lorsqu'ils jouent. Donc, il y a beaucoup de sources. Il y a aussi Peloton qui est devenu une grande source de revenus. Donc, Peloton, on peut faire une parenthèse. Peloton, ce sont des appareils d'entraînement, là, et on peut écouter de la musique en s'entraînant. C'est ça? Oui. Exactement. Donc, on peut choisir quelle musique on veut écouter, puis ils ont une librairie. Puis, en fait, pour avoir une chanson dans leur librairie, ils doivent payer une redevance. Donc, comme les jeux vidéo, ils vont signer un contrat, puis ça leur permet de diffuser les chansons, en fait. On peut mentionner que quand quelqu'un produit un reel, qui soit sur Facebook ou encore Instagram, il peut ajouter de la musique. Il y a de la musique préapprouvée. Évidemment, Facebook, Instagram vendent de la publicité et va aussi payer les droits des chansons qu'on a le droit d'utiliser dans nos reels, c'est ça? Exactement. Puis, si on prend un exemple aussi de Spotify, il y a la version gratuite, puis la version payante. Donc, la version gratuite, Spotify vont aussi vous faire passer de la publicité. Et puis, de toute façon, c'est monétisé. Et puis, il y a une partie qui va aux propriétaires des royautés. Donc, même si vous n'êtes pas dans Spotify Premium, c'est quand même monétisé. Okay. Et c'est la même chose avec YouTube, en fait. Mais dis-moi, pourquoi, Gabriel, investir dans les redevances musicales? Il me semble qu'il y a tellement d'investissements partout, des opportunités. Pourquoi celui-là? Et comme j'ai mentionné au début, la faible corrélation avec les marchés des actions est définitivement un des numéros 1 critères pour investir dans les redevances musicales. C'est assez difficile d'avoir un actif qui, à travers le cycle économique, est capable d'être très résilient. Puis pour ma part, une anecdote personnelle, en 2022, lorsque le marché boursier était en contraction, difficile, hein? Ouais. En contraction, j'écoutais plus de musique qu'aujourd'hui, est-ce que le marché est en forte croissance. Donc, c'est vraiment la preuve que l'industrie des royautés musicales ou des redevances musicales est très résilient à travers le cycle du marché. Aussi, je crois que le deuxième point le plus important, c'est le revenu. Donc, c'est à tous les fois comme vous l'avez mentionné, qu'il y a une écoute sur les différentes plateformes, on reçoit une redevance et puis c'est payé à tous les mois. Donc, si on regarde l'historique du fonds, les distributions sont très constantes, les distributions mensuelles. Donc, c'est une bonne source de revenus. Puis aussi, le streaming ou l'écoute en continu est un espace en forte croissance. En fait, si on regarde depuis les dernières années, c'est accroît environ à plus de 25% annualisé. Donc, c'est extrêmement en grosse croissance. Mm-hmm. Et puis, je crois que le dernier critère que je mentionnerais pour pourquoi investir, ce sont aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation avec les taux d'intérêt. Donc, si on regarde le revenu fixe, par exemple, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le revenu fixe, normalement, ça baisse. Donc, de notre côté, premièrement, il n'y a pas beaucoup d'effet de levier dans l'industrie. Dans notre fonds, on est à environ à 8%. Donc, on est beaucoup moins sensible au taux d'intérêt. Puis ça, c'est vraiment une beauté des royautés musicales. Aussi, la dernière chose que je mentionnerais, versus d'autres investissements alternatifs comme l'immobilier, par exemple, une fois qu'on achète un catalogue, nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent dans les années futures pour générer le revenu. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple d'une façon de flux de trésorerie. On achète le droit au départ, puis par la suite, on peut collecter les redevances pour la vie de l'artiste plus 70 ans, ce qui est un des actifs avec la plus longue durée que j'ai pu constater. Donc, c'est vraiment un actif intéressant en croissance.
Les gens peuvent nous écouter via des applications, les plateformes, bien sûr, de diffusion audio de balado, mais ils peuvent le faire aussi via YouTube. Et ceux qui nous écoutent en audio, je vous invite à aller du côté de YouTube puisque on présente maintenant un tableau. Comment les chansons génèrent des revenus. Et là, je dois te dire, j'ai eu des grandes surprises parce qu'on voit finalement, pour 100 $ gagnés, où est-ce que se trouvent justement les redevances. Et si tu peux nous décrire un peu ce tableau qui démontre que la valeur totale, mettons, c'est 100 $. Ensuite, les pourcentages sont redistribués, mais il y a plusieurs parties prenantes, là. Non, exactement. Donc, il y a vraiment 3 types de redevances. Donc, la première, c'est la musique enregistrée. Puis, les pourcentages peuvent varier, mais en moyenne, on peut dire environ 80% est attribué à la musique enregistrée. Ou en anglais, ça s'appelle un masters. Ouais. Et puis, ça en fait, c'est normalement l'étiquette et puis l'artiste qui va avoir cette portion des redevances. Ouais. Alors, donc, à toutes les fois qu'il y aurait... La maison de disque, 64% du 80%, puis 16% va à l'artiste. Exactement. Puis ça, c'est bel et bien des moyennes. Chaque artiste négocie les contrats, bien évidemment. Et puis ça, donc, à tous les fois qu'il y aurait une chanson qui serait jouée sur les plateformes, l'artiste et la maison d'édition recevraient leur redevance. Donc, c'est assez simple de ce côté-là. OK. Puis les performances, ça, j'imagine, c'est probablement les spectacles. Ouais, il y a les spectacles, mais il y a aussi les écrivains des chansons, en fait, donc, ou les écrivains des mélodies des chansons. Donc, si, par exemple, un autre artiste décide d'utiliser les paroles ou la mélodie, ils doivent aussi payer une redevance aux artistes qui ont fait la performance. Okay. Ou qui ont Comme créé dans la performance. les publicités du lait il y a quelques années, beaucoup d'artistes, on entendait leurs chansons dans des publicités de lait. À ce moment-là, il fallait payer les auteurs, compositeurs et tout le monde, bref. Exactement. Puis, ça nous amène aussi au troisième type de redevance, qui est le mécanique, qui inclut aussi les auteurs-compositeurs, mais qui inclut aussi, par exemple, les techniciens ou ingénieurs de son, qui ont aussi accès à une petite partie des redevances musicales. Donc, la meilleure façon d'expliquer les redevances, selon moi, c'est vraiment de voir chaque catalogue ou chanson comme une tarte où plusieurs points sont séparés, et puis chaque partie peut avoir accès à un pourcentage des redevances. Tu mentionnais que la croissance attendue pour le marché de la diffusion continue, le streaming dans les prochaines années, on voit ça en forte croissance, mais qu'est-ce qui explique ça? Autant Morgan Stanley, Pricewaterhouse, Goldman Sachs, des grosses boîtes comme Barclays prévoient aussi la même chose, que ça va aller en augmentant. Et pourquoi? Premièrement, si on regarde la classe de 18 à 24 ans, ils passent 2 fois plus de temps à écouter de la musique en continu que la population en général. Donc, la nouvelle génération est beaucoup plus active d'un point de vue des plateformes en continu. Et puis, on voit de plus en plus, comme on l'a mentionné au départ, une expansion de créneaux où on peut aller chercher les redevances, comme dans les jeux vidéo, etc., et les plateformes de réseaux sociaux. Donc, tous ces facteurs-là vraiment contribuent à une forte croissance de l'industrie. Puis c'est assez important aussi d'expliquer qu'avant 2012-2011, les plateformes d'écoute continue étaient non existantes. Donc vraiment, c'était soit d'aller chercher les chansons une par une sur Apple ou d'acheter un CD. Puis si on regarde la tendance à travers plusieurs parties de l'économie, que ce soit des autos, de partage d'autos, que ce soit les films, il y a une grande tendance en fait d'aller chercher ces types d'actifs-là en continu. Puis parce que ça donne le plus grand bénéfice aux consommateurs d'aller pouvoir avoir accès à une très grande librairie, mais payer un petit frais. Donc c'est vraiment ces raisons-là qui qu'on exporte. J'imagine la plus belle valeur pour une organisation comme ICM, c'est le catalogue. Et en 2024, il y a des grosses acquisitions. Là. Shawn Mendes, Dua Lipa, Taylor Swift. Alors ça fait partie justement des sources de revenus pour ICM?
Définitivement. Donc, nous, les artistes qu'on veut aller chercher, en fait, c'est des artistes qui sont iconiques, qui ont des chansons iconiques qui vont être capables de passer à travers le temps et de garder une écoute forte. Donc, définitivement, si on prend Taylor Swift, donc le fonds ont acheté 5 albums du producteur Nathan Chapman. Et puis, en fait, on croit définitivement que Taylor Swift, avec la base de fans qu'elle a actuellement, à travers le temps, ça va définitivement rester. Donc, c'est vraiment des artistes comme celle-là qu'on va aller chercher. Une autre acquisition qu'on a fait, par exemple, qui est dans le même type de genre, c'est de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Donc, c'est dur de croire, de penser à une chanson qui est plus iconique que ça, qui est jouée à tous les années. Donc, c'est vraiment le type de chanson qu'on va aller chercher. J'ai vu que dans le cas de Mariah Carey, la chanson dont tu faisais mention, c'est le record de tous les temps en termes de revenus que ça a pu engendrer de part et d'autre, autant pour les détaillants, les commerces qui vendaient le disque physiquement, les radios, la publicité. Et c'est ça, le temps de Noël, aujourd'hui, est synonyme de Mariah Carey. Hein? Exactement. Et puis, ça va rester à travers le temps, j'en suis convaincu. Les chansons que ICM veut posséder pendant plus de 70 ans, parce que c'est ça, la fenêtre, c'est qu'après 70 ans, ça devient du domaine public? Exactement. Puis, c'est la vie de l'artiste plus 70 ans. Donc, ça peut être beaucoup plus que 70 ans. Puis, exactement. Donc, après cette période-là, ça devient dans le domaine public. Et puis, en fait, ces règles-là sont protégées par la Convention Bono, qui a été créée en 1996. Du nom du chanteur de U2? Exactement. Puis, en fait, il y a 180 pays dans le monde qui ont accepté cette convention-là. Donc, c'est international également. D'accord. Quand vous achetez une chanson, est-ce que vous l'achetez au moment où elle sort, dans les premiers mois, les premières années? Non, définitivement pas. Donc, nous, ce qu'on veut aller... en fait, nos analystes qui recherchent, c'est des chansons qui, comme je l'ai mentionné, qui vont rester à travers le temps, mais qui se stabilisent aussi. Donc, si on regarde, par exemple, une nouvelle chanson ou le nouvel album de Taylor Swift qui vient de sortir la semaine dernière, il va avoir énormément d'écoute au départ dans les premières semaines, premiers mois et même premières années. Par contre, après une période d'environ 5 ans, ce qui se passe, c'est qu'il y a une période de normalisation où les nombres d'écoutes se stabilisent et normalement deviennent très stables pour des artistes iconiques. Donc, nous, c'est là qu'on veut rentrer. C'est une fois que nos analystes sont capables de vraiment aller établir un niveau de base d'écoute qui va rester à travers le temps. Et puis, c'est comme ça qu'on est capable d'identifier le prix qu'on veut payer également pour les différents artistes. Là, en ce moment, vous avez quoi, 500 artistes dans le catalogue? Exact. 500 artistes et plus de 5000 chansons. Donc, c'est assez diversifié aussi à travers les différents genres. Je vois Beyoncé, Britney Spears, il y a Alicia Keys, 50 Cent, Destiny's Child, il y en a de tous les genres, Justin Bieber, Katy Perry, Justin Trudeau va être content, et puis il va peut-être investir dans votre fonds, Miley Cyrus, Pitbull, mais c'est beaucoup de musique pop, mais il y a aussi d'autres styles en fait, il n'y a pas que de la musique pop. Non, définitivement. Donc, on essaie d'être diversifié à travers les différents genres. On a aussi des artistes plus iconiques comme John Legend, par exemple, ou Gordon Lightfoot, qui est un artiste assez populaire aussi. Et Janis Joplin. Exactement, Janis Joplin, définitivement. Donc, non, c'est assez diversifié. Je pense que n'importe qui pourrait trouver une chanson dans notre portfolio qui s'associe qui associent à leur, qui ont peut-être une mémoire, un souvenir. Puis c'est ça la beauté de la musique également, c'est que tout le monde peut s'associer à une chanson. Donc, on ne regardera pas son relevé d'investissement de la même façon en sachant qu'il y a de la musique dedans. C'est vraiment de la musique à mes oreilles. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Parlons maintenant du vif du sujet. Qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte combien un fonds comme ça? Oui, donc j'ai des bonnes nouvelles pour vous. C'est assez payant. Donc, si on regarde depuis l'inception du fonds en 2020, la performance totale est à environ 11,5% annualisé net de tout frais. OK. Et puis, il y a une distribution de 7,5% environ, qui est très constante. Donc, la performance et les distributions ont été vraiment constantes depuis la création du fonds. Et puis, on s'attend à ce que ça reste dans
dans cette fourchette-là pour les années. J'ai regardé l'année 2022 et c'est là que je suis tombé en bas de ma chaise parce que 2022 était difficile pour tous les types d'investissements et vous avez fait quelque chose comme 14 %. C'est vrai? Exactement. Puis, oui, exactement. Puis, une des raisons aussi pourquoi on a réussi à très bien performer, c'est parce que l'inflation, si vous vous rappelez, était en hausse assez majeure dans cette période-là. Et puis, une des beautés aussi des redevances musicales, c'est que les plateformes peuvent augmenter leur prix. Et donc, c'est une protection contre l'inflation. Et puis, alors si on regarde, par exemple, Spotify, YouTube et même d'autres types de plateformes en continu comme Netflix, Amazon, ils ont tous augmenté leur prix à travers ces années-là, ce qui a augmenté nos revenus également. Puis si on n'avait pas planifié ça d'une envergure telle, donc c'est la raison pour qu'on a eu une très bonne performance en 2022. Puis comme aussi je l'avais mentionné au départ, il y a très peu de sensibilité au taux d'intérêt pour les redevances musicales. Et qui peut investir dans un fonds comme le vôtre? Donc, c'est un fonds privé. Donc, c'est des investisseurs accrédités. Donc, les investisseurs accrédités, en fait, il y a plusieurs règles. Ça peut être, en fait, quelqu'un qui a un revenu de plus de 200 000 ou un revenu combiné avec un conjoint de 300 000 ou des actifs nets de 1 million de dollars. Par contre, l'industrie a amené une nouvelle catégorie dans les dernières années qui s'appelle un investisseur admissible avec des critères, en fait, beaucoup moindres. Donc, par exemple, un investisseur admissible a besoin d'un revenu net avant impôt de 75 000 dans les 2 dernières années civiles. Ouais, ou c'est avec raisonnable. un revenu exactement, ou avec un revenu combiné avec une conjointe de 125 000 Donc, par contre, il y a un plafond. Donc, ces investisseurs admissibles ne peuvent pas investir plus de 30 000 dans une période de 12 mois. Mais donc, en fait, le fonds est assez accessible, je dirais. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut acheter à travers une plateforme de courtage direct. Donc, normalement, il faut passer par un conseiller comme votre équipe, Fabien. Et puis, mais on a beaucoup d'investisseurs de tout genre dans notre fonds. Le balado, le planif. La question du beau-frère. On termine, Gabriel, avec la question du beau-frère. Je pense qu'elle va te faire sourire, cette question-là. Elle provient de Lionel de Beaconsfield. Il dit « Mariah Carey me tape royalement sur les nerfs. Est-ce que je peux quand même investir dans votre fonds dans une version qui exclut les redevances des chansons de Noël? » Bonne question. Malheureusement, non. Mais vous avez juste à pas l'écouter. Puis vous allez quand même faire de l'argent avec cette chanson-là. Donc, c'est la beauté des redevances musicales. Très, très bonne réponse. Merci, Gabriel. Il faut mentionner que la chanson de Mariah Carey, on croit que jusqu'à maintenant, c'est 100 milliards d'écoutes qu'elle aurait générées dans le monde depuis son lancement. Alors, c'est pour ça. C'est un verre d'oreille, mais oui, effectivement, on peut fermer le son, mais quand même s'enrichir en regardant son relevé avec des participations dans ICM. Merci beaucoup, Gabriel. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Je crois que cet angle mort sera partagé par plusieurs au féminin. Parce que les femmes et la finance, on a tendance à croire que c'est du pareil au même, les gars, les filles. Mais non, il y a des grandes différences. Puis on peut commencer, Isabelle, par l'espérance de vie. Oui, effectivement, Fabien. Ici, c'est pas une question de connaissance, de compétence ou d'intelligence. Là, c'est démontré que les femmes réussissent aussi bien que les hommes au niveau des placements. Elles ont souvent même une plus grande discipline d'épargne et tout ça. Mais il y a des différences systémiques. Et dont l'espérance de vie, comme tu le dis, c'est une des premières différences. Les femmes vont vivre en moyenne 4 ans de plus que les hommes. Donc, on se doit de planifier pour une durée de retraite qui va habituellement être plus longue. Donc, évidemment, les femmes vont devoir avoir peut-être un plus grand effort d'épargne à faire pour pouvoir pallier à cette différence-là. D'accord. Deuxième différence, malgré qu'on se rapproche de plus en plus vers une équité au niveau salarial, même au Québec, les femmes gagnent encore en moyenne 12 à 15 % de moins que les hommes. Hey, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et lorsqu'on gagne moins de revenus, ça veut dire qu'on contribue moins au RRQ, on accumule moins de droits REER, on a moins de capacité d'épargne. Donc, ça rend aussi l'accumulation de richesses pour financer la retraite alors, si on combine difficile. les deux, longévité plus longue et puis moins de revenus, wow!
ça fait un écart qui se creuse avec le temps. Ça fait un écart qui se creuse avec le temps, effectivement. Puis il y a un troisième élément qu'on oublie parfois, c'est les pauses de carrière. Les femmes vont souvent être celles qui vont prendre le plus long congé parental dans le couple pour s'occuper de la famille. Ouais. Ou encore, si on a un parent en perte d'autonomie, ça va souvent être les femmes qui vont devenir le proche aidant de cette personne-là. Et ça crée des trous dans la carrière. Et ces trous-là vont encore faire en sorte qu'on ne contribuera pas au RRQ, qu'on n'accumulera pas de droits au niveau des REER, qu'on va diminuer encore une fois notre capacité d'épargne. Mais on peut pas transformer tout ce que tu viens de mentionner, là. Alors, sous quel angle il faut traiter? Bien, c'est sûr qu'il faut penser, si on est en couple, il faut penser parfois à une espèce de partage. Par exemple, celui qui travaille encore pourrait, pendant que l'autre est en pause, pourrait faire des contributions, par exemple, au REER de conjoint. Ouais. Si on a droit à un régime de retraite à prestation déterminée chez notre employeur, si on a pris une pause, bien, ça vaudrait peut-être la peine de racheter les années pour lesquelles on était en pause. Mm-hmm. Évidemment, il va falloir aussi penser à maintenir toujours notre discipline d'épargne pour s'assurer de pouvoir bien ça veut dire de prendre plus de risques pour rattraper les années? Pas nécessairement prendre plus de risques. Toutefois, il a été démontré que les femmes sont souvent plus prudentes que les hommes dans leur placement. Je pense qu'il faut faire une bonne éducation financière pour expliquer la notion de risque-rendement ici. Il y a moyen de faire des meilleurs rendements en ayant des portefeuilles bien diversifiés sans trop nous exposer à des risques. Le balado, le planif. Le planif. Ça conclut l'épisode pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions, des suggestions à nous faire, des demandes particulières, vous pouvez m'écrire fm@fabienmajor.com. Merci à l'équipe de Cube Studio pour la production, montage, éclairage et aussi la patience. Vous pouvez les contacter pour vos besoins à pub@cube.ca. Le balado que vous venez justement d'entendre est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca, ainsi que sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur YouTube. Le balado Le Planif est aussi diffusé à la radio et télé sur la chaîne de Cube les samedis à midi et les dimanches 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.